Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est notre petit rendez-vous quotidien. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre, eh bien, vous êtes les bienvenus dans cette chronique qui concerne la préparation des élections municipales, puisque nous sommes en pleine campagne électorale. Alors, je voulais profiter de cette diffusion ce soir pour revenir sur les questions de la démocratie, et notamment sur la question, le rapport entre démocratie et démagogie. Je pense que c'est important lorsque on est à la rencontre d'hommes politiques ou de femmes politiques qui viennent vous solliciter pour les élections municipales. Nous sommes en pleine période donc de la campagne électorale. Il est important de discerner ce qu'est la démagogie de la démocratie. Pour moi, il est évident, par exemple, et on en a eu un exemple très, je dirais, significatif en ce qui concerne ce que nous a expliqué le candidat de la République en marche, ou plutôt celui qui représente une liste sur laquelle il y a des membres de la République en marche, qui s'appelle Génération Creil. La tête de liste s'appelle Monsieur Boulaman. Et je reviens donc sur l'intervention qu'il a faite, ou sur les deux interventions qu'il a faites dernièrement en vidéo sur Facebook, pour justement souligner le fait qu'il s'agissait d'une intervention totalement démagogique. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi la conception de Monsieur Boulaman, ou ce qu'il nous explique, est démagogique et non pas, ce n'est pas une conception démocratique. Évidemment, il va vous dire que il est candidat aux élections, donc il est pour la démocratie puisqu'il est candidat à des élections municipales, et qu'en soi, la démocratie, ce serait les élections. Il vous dira également qu'il a travaillé de façon démocratique avec son équipe pour réaliser un programme. Et il considère que les citoyens doivent voter pour son programme, et que la situation ira mieux pour la ville si l'on choisit son programme. Bref, rien de nouveau, rien d'original. Il fait ce que font tous les politiciens aujourd'hui qui font appel à vos suffrages, c'est-à-dire j'ai réalisé un programme avec mon équipe, je vous présente ce programme, il suffit que vous votiez pour ce programme et vous verrez, les choses iront mieux. Alors cela, je dirais que c'est typiquement ce qui se produit un peu partout donc dans notre pays, mais que j'appellerais de la démagogie. Et pourquoi j'appelle cela de la démagogie? Parce que j'ai remarqué que dans le discours que tenait ce monsieur, il évite en fait de faire le lien entre ce qu'il propose pour la commune et la réalité à la fois de la commune, mais en même temps la réalité plus largement, la réalité nationale. Comme si la commune était une entité abstraite, comme si elle était déconnectée des réalités nationales, et comme il ne fait pas le lien avec ces réalités, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est impliqué justement par ces liens.
hein. Donc, il est très important de voir que, à partir du moment où des hommes politiques, des femmes politiques ne font pas les liens nécessaires entre les causes et les effets, entre le fait que, par exemple, la situation de l'hôpital public à Creil, mais pas seulement à Creil, ce n'est pas spécifique à Creil la situation de l'hôpital public. Bien sûr qu'elle est très préoccupante, elle est dramatique, mais elle l'est partout, sur tout le territoire national. Or, Monsieur Boulaman, qui est, je le rappelle, le représentant de la République en marche, ou plutôt, pour être plus juste, le candidat qui va conduire la liste sur laquelle se trouvent des militants de la République en marche, Monsieur Boulaman nous présente l'hôpital public de Creil. Bien sûr, il reconnaît qu'il y a des difficultés, mais il utilise ces difficultés pour mettre en cause des gens qui n'ont pratiquement pas de responsabilité dans la situation générale des hôpitaux publics. Nous le savons très bien, la situation des hôpitaux publics, elle est due au fait qu'il y a d'énormes restrictions budgétaires, une diminution des dépenses publiques pour la santé qui a été engagée, bien sûr, par les prédécesseurs de M. Macron, mais c'est une politique qui s'est accélérée de façon considérable dans la dernière période. Par conséquent, nous pouvons mettre effectivement dos à dos les prédécesseurs de M. Macron, mais également aujourd'hui, M. Macron est aussi responsable de la situation et il est au premier chef responsable de la situation des hôpitaux publics. Or, quand M. Boulaman, candidat macroniste de Creil, ne veut pas parler de la situation nationale, c'est bien parce que ça met en cause, bien sûr, les principaux responsable et qu'en fait, il défend la Macronie, il défend la politique du président de la République et de son gouvernement. Voilà la réalité. Alors, pour moi, cela, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie parce que si on voulait vraiment faire de la démocratie, en quelque sorte, on doit donner tous les éléments de réflexion à nos concitoyens et nos concitoyens doivent pouvoir juger en connaissance de cause avant, bien sûr, de pouvoir voter très certainement, je l'espère, le 15 mars. Si ce n'est pas possible à Creil, le 15 mars, ce sera peut-être ultérieurement en fonction de la situation sanitaire. Mais à ma connaissance, le scrutin est maintenu le 15 mars. Voilà. Alors, la démocratie, voyez-vous, ça nécessite donc une information complète et non pas une information tronquée comme nous l'a donné hier soir le représentant de la liste Génération Creil. Évidemment, il a raison quand il dit que le maire de Creil a malheureusement approuvé la fusion de l'hôpital de Creil avec celui de Senlis, ce qui a conduit bien sûr aux difficultés que nous connaissons, mais il oublie de dire que tous les hommes politiques qui ont pris des responsabilités, et notamment le député macroniste, en a fait de même. Il a soutenu la même politique. Donc, il n'est pas très intéressant pour la population, je veux dire, de rentrer dans des considérations politiciennes de guéguerre entre chefs politiciens. Cela ne nous intéresse pas. Par contre, pour la démocratie, il est important de savoir pourquoi ces hommes politiques ont décidé à un moment ou à un autre de suivre une politique qui, ma foi, est une politique libérale. Alors, le maire de Creil, le maire actuel de Creil, avait pris cette initiative et je crois qu'il n'avait pas vraiment consulté ses camarades de gauche, puisque j'ai le souvenir quand même que le conseil municipal de Creil avait toujours refusé cette fusion des deux hôpitaux, qui a conduit notamment à la fermeture de la maternité en janvier 2019 à Creil.
Donc, il faut remettre les choses à leur place. Et puis, il faut aussi citer le fait qu'il y a des restrictions budgétaires très importantes dans tout le pays et des restrictions qui touchent les personnels, qui touchent l'hôpital public dans son ensemble, et qu'il n'est pas sérieux de ne pas mettre en cause la politique menée par le gouvernement. On peut toujours nous expliquer que c'est parce que nous allons rencontrer le président de la République que les choses vont s'améliorer. C'est encore de la démagogie. Pourquoi? Parce que la démocratie, ce n'est pas une question, je dirais, seulement de rencontre avec telle ou telle personne. La démocratie, ce n'est pas l'homme providentiel. Ceux qui pensent que ce sont quelques hommes politiques ou un gouvernement qui vont pouvoir transformer la société font une très grave erreur ou bien trompent les gens. Au contraire, il faut travailler pour la démocratie. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans une localité, par exemple, dans une ville comme Creil, travailler pour la démocratie? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, travailler pour la démocratie, c'est bien sûr proposer qu'il y ait un référendum local lorsqu'on estime sur des grands projets que la population doit se prononcer, mais surtout qui doit estimer que la population doit se prononcer? Eh bien, c'est la population elle-même. Il faut donc, je l'espère, que toutes les listes en présence mettent dans leur programme qu'elles emploieront la méthode du référendum local pour consulter la population pour les grands ou les moyens projets, mais que nous ayons une pratique constante d'aller vers les citoyens. Je le rappelle, le référendum local ne peut pas se limiter simplement à l'organisation d'un scrutin. Il est nécessaire, pour que le référendum local soit réellement démocratique et qu'il soit effectivement reconnu comme qu'il ait la possibilité, je veux dire, de prendre une décision, une délibération populaire, il faut qu'il y ait plus de la moitié des inscrits qui votent. Sinon, le référendum local n'aura qu'une valeur de consultation et non pas de décision. Par conséquent, vous comprenez bien que pour engager un référendum local, il va falloir mobiliser les citoyens. Et pour mobiliser les citoyens, nous ne pouvons pas le faire autrement que par l'information et par le débat contradictoire, par l'exposé des motivations des uns et des autres qui permettra que chacun puisse se faire une opinion. Il est donc nécessaire, lorsqu'on va organiser un référendum local, non seulement de se prononcer dans les programmes pour ce référendum, mais il est nécessaire d'expliquer les méthodes qui vont mener à ce référendum. Et c'est cela où le bât blesse. C'est que bien souvent, les politiciens vous présentent de belles mesures, mais ils n'expliquent pas les méthodes de participation des citoyens. Et on peut le comprendre, car ils n'y ont pas intérêt. Ils ne souhaitent pas que les citoyens, en fait, aient réellement le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, je vous invite justement à interpeller ces candidats et à leur demander exactement quelle méthode de travail ils entendent déployer avec les citoyens, non seulement bien sûr pour consulter les citoyens qui participeraient à des réunions publiques, mais vous comprenez bien que si nous voulons mobiliser plus de la moitié des inscrits, et l'idéal, ça serait bien sûr que tous les habitants de la commune qui vont participer à un scrutin référendaire, tous puissent venir. Et là, on comprend bien qu'il va falloir que les élus, qui proposent tous ce référendum local, mouillent la chemise et nous disent exactement quelle méthode ils vont employer. Alors, certes, la réponse ne dépend pas que des élus eux-mêmes. Et les citoyens doivent être amenés à réfléchir eux aussi à ces méthodes. Ceci étant dit, si nous n'avons pas d'initiative du maire, du conseil municipal,
pour aller en direction de ces référendums locaux si nous ne prenons pas des dispositions très pratiques et très concrètes pour l'information des habitants. Si les élus restent, je dirais, entre quatre murs dans la mairie et ne vont pas à la rencontre des citoyens, comme ils le font par exemple pendant la campagne électorale, eh bien, nous pouvons penser qu'il n'y aura pas, s'ils ne font pas un travail titanesque pour la démocratie, il n'y aura pas de mobilisation pour les référendums locaux. Donc, il ne s'agit aucunement d'écrire qu'on est pour un référendum local si on n'explique pas comment on envisage ce référendum local. Je mets donc au défi Monsieur Boulaman, qui se prononce pour le référendum local, de développer davantage sur je dirais sa proposition, hein, puisqu'il reprend aussi, lui, cette idée de référendum local, mais je mets au défi tous les candidats. Je mets au défi tous les candidats de venir s'expliquer, y compris sur Facebook, ce serait intéressant, qu'ils nous disent, voilà ce que nous proposons pour mobiliser la population dans un référendum local sur telle ou telle question. J'ai rappelé qu'en ce qui concerne Craig, il y a des questions très intéressantes qui peuvent être mises à référendum et qui concernent la population. Par exemple, je pense au port de Plaisance, hein, en termes de développement économique. Je pense en particulier à la gratuité des transports publics. Là aussi, peut-être que nous pourrions avoir l'organisation d'un référendum local. Quel est l'intérêt d'avoir un référendum local? C'est non seulement, bien sûr, que nos concitoyens prennent une décision, mais surtout qu'ils la prennent en construisant le projet, en participant, en améliorant le projet. C'est ça l'intérêt de la démocratie, c'est-à-dire que nous n'allons pas laisser aux seuls élus la construction du projet. Je donne un exemple. Nous allons dire, par exemple, nous voulons le transport gratuit à Creil. Très bien. Mais pourquoi faire? Le transport gratuit à Creil peut avoir plusieurs dimensions. Une dimension sociale, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se payer le transport de bus tous les jours. Donc le transport gratuit, c'est quelque chose d'intéressant pour la population, et notamment pour la population qui n'a pas les moyens de se déplacer ou qui n'a pas du tout les moyens même, je veux dire, de payer le bus. Ça peut être pris sur le plan écologique, puisque si nous développons les transports publics, évidemment, nous allons favoriser l'environnement avec moins de pollution, avec moins de carbone dans l'air. Donc, vous comprenez bien que du point de vue environnemental, c'est un plus. Ça peut aussi se comprendre du point de vue économique. Les entreprises auront sans doute intérêt aussi à avoir des transports publics qui permettent aux gens de se déplacer facilement, que ce soit les entreprises où les gens sont employés, comme les entreprises commerciales qui ont besoin d'une circulation de la population pour aller vers les magasins. Vous voyez, ce sont des dimensions extrêmement importantes qu'il s'agit de débattre avec les gens. Voilà l'intérêt, par exemple, de la gratuité des transports publics. J'ai passé d'autres dimensions, il y en a bien d'autres encore, hein, par exemple, on peut en parler, mais le transport public, on sait très bien partout où le transport public gratuit a été mis en œuvre, eh bien, nous le savons, la convivialité a gagné sur les agressions, sur la méchanceté entre les gens parce que il faut absolument payer son bus et puis il y a des gens qui s'énervent et puis un climat convivial, c'est quand même mieux dans une ville. Et si le transport public gratuit peut effectivement y contribuer, c'est tant mieux. Donc, un climat de sécurité bien meilleur, des relations entre les citoyens qui sont beaucoup plus sereines. Vous comprenez que tout cela, ce sont des enjeux passionnants, mais nous ne pouvons y arriver que si nous impliquons la population dans cette réflexion démocratique. Ça n'a rien à voir avec des effets d'annonce. Ça n'a rien à voir avec des programmes où on écrit gratuité du bus.
Non, il faut non seulement, bien sûr, annoncer ce qu'on veut faire, mais il faut annoncer les méthodes qui vont nous permettre de le faire de façon démocratique avec la population. Voyez-vous? Et je crois que nous avons donc aujourd'hui la possibilité, il nous reste maintenant quoi, 8 jours, 8 jours pour interpeller les candidats, 8 jours pour leur demander ce qu'ils vont faire. Et vous allez voir que certes, certains vont vous dire, ah oui, c'est intéressant, effectivement, on pourrait mettre en place, bien sûr, avant le référendum local, tout un dispositif où les gens vont pouvoir être informés, vont pouvoir donner leur opinion, où on va écouter la parole des gens, où on va retranscrire cette parole. Tout cela, c'est un foisonnement extrêmement intéressant. Mais là où vous allez voir qu'il va y avoir très certainement un clivage, très certainement, c'est que lorsque vous allez poser la question, par exemple, sur le transport gratuit, est-ce que nous pourrions envisager une modification de la loi? Parce que, évidemment, nous allons faire un référendum local qui portera sur la compétence locale de l'organisation, de l'autorité organisatrice du transport, qui est de toute façon à Creil, qui est l'agglomération. D'accord? Mais en même temps, cela n'empêche pas les citoyens, parce que la vie ne se coupe pas en tranches, bien sûr. Ça n'empêche pas les citoyens de réfléchir à, par exemple, la cotisation patronale pour le transport, par exemple, au coût des carburants, par exemple. Et ça, on le voit bien, ce sont des questions qui relèvent de la politique nationale. Alors pourquoi il y aurait des questions qui seraient limitées localement et que dans la réflexion, bien sûr, dans la préparation du référendum local, les citoyens ne pourraient pas se poser des questions éminemment politiques, c'est-à-dire de la responsabilité, des questions qui relèvent de la responsabilité du gouvernement. Voyez-vous, si nous limitons la démocratie seulement à la réflexion du local, tout le monde va être d'accord, parce que ça ne remet pas en cause fondamentalement la question politique des décisions nationales. Or, vous le comprenez bien, si nous ne mettons pas ces questions nationales à l'ordre du jour, beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens vont penser que la commune est contrainte d'évoluer simplement dans le cadre qui nous est imposé aujourd'hui par le gouvernement. Or, il faut bien que nos concitoyens prennent conscience que beaucoup de contraintes sont imposées à la commune par ce gouvernement, par tous les gouvernements, mais par celui-ci en particulier. La diminution, la suppression, ne serait-ce que de la taxe d'habitation, déjà, ce sont des recettes en moins pour la commune. J'ai expliqué aussi pourquoi la compensation qui est prévue n'est pas garantie. La diminution de la dotation globale de fonctionnement, c'est vrai pour pratiquement toutes les communes. Donc il va falloir engager une bataille là-dessus, une lutte vis-à-vis du gouvernement. Pourquoi? Parce que la politique du gouvernement, elle est très claire. Et il le dit lui-même. C'est une politique de réduction des dépenses publiques. Ce sont les critères d'ailleurs de la politique européenne. Il faut partout réduire les dépenses publiques pour privatiser, pour laisser le libéralisme, le champ des décisions politiques au libéralisme. Et donc, pour privatiser, pour permettre au capitalisme de faire toujours plus de l'argent, toujours plus d'argent sur le dos des populations. Vous voyez, ce sont des enjeux très importants. Si nous n'en parlons pas pendant la campagne électorale, y compris des municipales, à ce moment-là, nous trompons les gens. C'est de la démagogie que de leur cacher cette réalité, ou en tous les cas, de ne pas réfléchir avec eux sur l'avenir de notre commune dans son contexte national, dans son contexte international. Quand je vois ce que dit Monsieur Boulaman est le politicien
typique, c'est-à-dire le démagogue qui va vous expliquer, grosso modo, que les citoyens ne sont sans doute pas assez intelligents pour comprendre, alors il ne va pas le dire comme ça, mais il va vous dire, écoutez, les enjeux nationaux, internationaux, c'est pas la question, hein. Il faut travailler au niveau local. Bon, certes qu'il faut travailler au niveau local, il faut travailler tous ensemble au niveau local, mais comment vous dire, c'est comme si les souris ne s'apercevaient pas que le chat est à 2 mètres. Hein. Donc, il faut se rendre compte que nous sommes dans un contexte. Et ce contexte, si les citoyens ne le prennent pas en considération et n'en ont pas connaissance, ils ne peuvent pas réellement agir démocratiquement. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas se moquer du monde, dire que les enjeux locaux n'ont rien à voir avec les enjeux nationaux, n'ont rien à voir avec les enjeux internationaux et avec la mondialisation. Mais alors, ils se contredisent, ces macronistes. Ils n'arrêtent pas de nous expliquer que c'est en raison de la mondialisation qu'ils prennent les décisions qu'ils sont en train de prendre. Alors, allons jusqu'au bout. Faisons de la politique. Parlons des vrais enjeux, et non seulement des enjeux locaux, mais des enjeux nationaux, des enjeux internationaux. Je crois que, vous voyez, il faut vraiment argumenter là-dessus. Il faut vraiment, dans la bataille que nous allons mener et que nous menons contre les macronistes, chers amis, et là je m'adresse à tous les amis socialistes, communistes, France Insoumise, Verts, démocrates, et j'en oublie, extrême gauche, et j'en oublie. Il faut qu'on se mobilise avec des arguments, Alors vous me direz, oui, il y a des gens qui de toute façon voteront pour Hicham Boulaman parce qu'il y a beaucoup de clientélisme, parce que il y a peut-être aussi du communautarisme. Bon, je ne sais pas, hein, je demande à voir, mais c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Hein. Bon, c'est une réalité, ce sont des réalités. Le clientélisme a toujours existé. Je ne vais pas faire de faux procès à nos adversaires, mais nous savons très bien que ce sont aussi des méthodes qui existent, des promesses sur le logement, des promesses sur l'emploi. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Moi, je ne suis pas candidat, mais je vois bien, c'est un peu partout comme ça. Et les forces politiques qui nous diraient le contraire nous racontent des histoires. Tout le monde sait comment ça se passe, hein, n'est-ce pas? Alors bien sûr, il y en a toujours qui sont beaucoup plus honnêtes que les autres, disent-ils. Hein. Ils sont parfaits, ils ne pratiquent pas cela. Bon, moi, vous savez, j'ai une vieille expérience politique et je peux vous dire que j'en ai vu et que aujourd'hui je suis très sceptique sur quand on me dit développement de la vie démocratique et que dans les faits, dans la campagne électorale, eh bien on passe son temps à dire votez pour moi, j'ai le meilleur programme et vous verrez, je m'engage à faire. Ben, ce n'est pas cela. Je crois que je pense que ces candidats, et en particulier le candidat macroniste, n'a encore rien compris au défi démocratique. Il n'a encore rien compris de l'enjeu, de la hauteur de l'enjeu concernant la démocratie. Bon, de toute façon, je pense que dès le départ, ils n'ont pas du tout compris, puisqu'ils ont eu beaucoup de mépris pour les Gilets jaunes, ils ont eu beaucoup de mépris pour le mouvement social, ils ont beaucoup de mépris pour les travailleurs en lutte au sein de l'hôpital public, et en même temps, ils vous expliquent qu'ils veulent défendre l'hôpital public. Donc là, il y a une contradiction. Donc, vous voyez, il faut que vraiment, nous agissions avec des arguments et des arguments qui portent non seulement sur les enjeux locaux, mais aussi nationaux et internationaux, et qu'on fasse le lien entre tout ça. Il faut donner une cohérence à la réflexion pour que les citoyens puissent sentir qu'ils ont une responsabilité. S'ils veulent transformer leur vie, s'ils veulent accomplir quelque part leur destin, ils ont une responsabilité individuelle dans l'action collective.
Et cela, je pense que c'est les fondements même du développement nouveau de la démocratie qu'il nous faut promouvoir. Et j'ai le sentiment que dans les organisations de gauche aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Nous continuons en fait à peu près les mêmes pratiques. Alors je suis bien sûr sévère, je critique mes amis, mais il faut critiquer parce que nous continuons les mêmes erreurs, les mêmes pratiques que La République en marche ou que d'autres en ce qui concerne notre rapport aux citoyens. Il faut vraiment que nous changions complètement de braquet, que nous ayons et que nous montrions, que nous fassions la démonstration dans la campagne électorale que nous sommes non seulement des porte-paroles, mais pas seulement des porte-paroles, nous sommes des éveilleurs de conscience, nous sommes des citoyens qui allons redonner confiance dans la capacité d'action et d'intervention des autres citoyens. Le développement démocratique, c'est la clé. J'ai essayé de démontrer ce soir qu'il y a une différence entre la pratique démagogique, qui est, je dirais, la pratique générale. Hein, la pratique générale est dépassée de la politique, et la pratique démocratique qu'il nous reste à construire. Personne ne connaît, bien sûr, parfaitement quelles sont les méthodes démocratiques, mais déjà, dans la lutte, dans l'action, nous avons vu des idées qui ont surgi, comme celles que les Gilets jaunes ont émises et qui sont très intéressantes, notamment sur tous les aspects du référendum d'initiative citoyenne. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et peut-être à mettre en œuvre dans nos collectivités à partir de ce qu'ils ont commencé à proposer. Et puis il n'y a pas que, hein, il y a aussi des syndicalistes, des militants politiques, des gens qui ont plein d'idées. Et bien tout cela, il faut le mettre en commun, il faut que ça foisonne de partout et surtout à un moment donné, eh bien il faut agir. Et c'est un petit peu ce que je disais, malheureusement ça ne s'est pas fait, mais bon, c'est peut-être parce qu'on n'était pas encore prêt. Je pense que ça viendra. Je pense qu'un jour on le fera, mais sur des questions dans le cadre de la campagne électorale, il ne faut plus que ce soit les partis politiques à eux seuls qui décident des candidats ou des têtes de liste. Voilà. Il faut faire des votations citoyennes, il faut faire des votations citoyennes sur les éléments du programme, il faut faire des votations citoyennes bien longtemps et bien en amont, avant les élections, ce qui n'a pas été fait. Et pourtant, je l'avais proposé, mais je pense que là-dessus, ce n'est pas encore mûr. Je pense que ça viendra parce que le mouvement populaire et le mouvement social nous inspirent et nous permettra d'avancer ensemble. Ceci dit, et pour terminer, je voudrais dire, je pense que la démagogie, j'en ai bien peur, l'emporte sur la démocratie à Creil. Et j'en ai bien peur parce que les échos que j'ai, ce n'est pas pour décourager mes amis, mais les échos que j'ai, c'est que nous avons affaire à une telle démagogie, à un tel manque, je dirais, d'argumentation politique, y compris de notre part, de notre camp, hein, du camp, je dirais, des idées progressistes, des idées les plus avancées en termes de démocratie, eh bien, je dirais que nous n'avons pas suffisamment les arguments qui permettent, bien sûr, de mobiliser les gens contre cette Macronie, bien qu'il faut continuer. Je ne vais pas être pessimiste, mais je vois bien que il y a beaucoup de gens qui sont victimes de cette démagogie, parce que la démagogie, c'est toujours simpliste. Et quand j'écoute ce qu'a dit Monsieur Boulaman hier, c'est extrêmement simpliste. C'est extrêmement simpliste. Monsieur Boulaman explique que si tout va mal dans cette ville, c'est la faute d'un seul homme. Alors, vous voyez, quand on part comme ça et quand les gens pensent qu'effectivement, alors, ça se fonde bien sûr sur des réalités, puisque chacun prend ses responsabilités, mais le maire sortant, bien sûr, n'a pas réussi, il faut le dire, il faut être critique vis-à-vis, y compris de vous-même, mes amis. Il n'a pas réussi à mener une équipe, je dirais,
une cohésion d'équipe, voilà, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont parties, il y a eu des désaccords. Bon, c'est la preuve même que ça manque de démocratie, parce qu'avec la démocratie, ça ne serait pas arrivé. Vous voyez. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Et puis après tout, ça peut très bien se faire avec le maire actuel si la population intervient et si on met en œuvre ces éléments démocratiques. Je ne voudrais pas, je ne veux pas décourager, bien sûr. Je pense qu'il faut être lucide. Je pense que nous avons aujourd'hui des gens qui se mobilisent, hélas, qui se mobilisent sur des bases complètement démagogiques. Évidemment, lorsqu'on met en avant le simple fait que, à cause d'erreurs qui auraient été faites par le maire sortant, eh bien, on généralise et on dit que c'est de sa faute et que c'est parce que un seul homme a été responsable de tous les maux de la terre. Euh, il faut bien trouver, je dirais, des raisons pour faire cette démagogie. Vous savez, c'est comme les gens qui disent que Macron est responsable de tout. Alors, bien sûr que Macron est responsable de la politique qui est menée actuellement, mais il faut bien examiner les choses. Macron, c'est particulier parce que lui, il a vraiment un pouvoir personnel très important que lui donne la Constitution, bien sûr. Mais il faut voir, et je n'ai cessé de l'expliquer également, ce n'est pas que Macron. C'est un réseau qui s'appelle la Macronie. Et la Macronie, ce sont des milliers, des centaines de milliers de Français et de Françaises qui ont un but, c'est de surexploiter les autres. Et ces gens se retrouvent dans la Macronie. Et ils ont des intérêts, ce sont des affairistes, ce sont des capitalistes, ce sont des gens, des petits ou des grands capitalistes. Ce sont des gens aussi qui cherchent des intérêts dans les partis politiques, dans le pouvoir. Ce sont des gens qui cherchent des places. Ce sont des gens qui peuvent être, par exemple, professionnellement intéressés par des positions. Tout cela, c'est la Macronie. Voilà. Donc, vous comprenez bien que eux, les gilets jaunes, à côté, ils sont pas dans ces réseaux. Les gilets jaunes, eux, ils ont que leur travail pour vivre et pour survivre. Quand je parle des gilets jaunes, je parle non seulement des gilets jaunes, je parle aussi de la classe ouvrière, je parle des travailleurs, je parle de ces travailleurs et de ces travailleuses qui tous les jours vont à Paris ou qui vont dans les entreprises de l'agglomération crailoise et qui triment et qui sont exploités et qui sont victimes de ces fameux plans sociaux, comme on dit, qui sont en fait des plans de licenciement, qui sont victimes de la précarité, qui sont victimes des bas salaires, eh bien, vous comprenez bien, il faut que ces travailleurs s'organisent. Il faut qu'ils aient, eux, leur réseau, mais leur réseau d'une construction, de la construction d'une autre société. En fait, il faut qu'ils fondent leur parti révolutionnaire. Et le parti révolutionnaire, ça sera le parti de la démocratie. Ça sera le parti qui sera capable, grâce à l'intervention des masses, à l'intervention des gens, de mettre en place des structures démocratiques. Ça sera un parti utile à la révolution, à la transformation de la société, en rupture avec les choix qui sont faits aujourd'hui et qui vont faire de plus en plus de mal à notre société. Et quand je dis à notre société, c'est bien sûr à l'ensemble de la population, à toutes les catégories sociales non capitalistes et euh, qui feront du mal, en particulier à nos collectivités, avec la destruction des services publics. Donc, vous voyez, il faut que nous construisions nos réseaux politiques. Il faut que nous puissions aussi utiliser les réseaux sociaux pour qu'on puisse se mettre en relation et qu'on fasse avancer notre réflexion théorique de telle sorte que nous puissions éclairer notre action démocratique. J'ai donné quelques exemples. Il s'agit maintenant de s'engager dans cette lutte, dans ce combat de classe contre nos exploiteurs. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer avec des arguments. Il ne s'agit pas de dénoncer les gens comme ça. Hein. Il s'agit de montrer que ce qu'ils proposent, c'est extrêmement dangereux
pour l'avenir de nos familles, pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de notre pays et même du monde. Le néolibéralisme, c'est un système, c'est le capitalisme qui, dans la phase actuelle, vise à surexploiter la population mondiale et dans chaque État à surexploiter les travailleurs. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On tient bon, on continue la lutte et je vous donne rendez-vous bien sûr, je pense demain, comme tous les soirs. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère en tous les cas que vous allez continuer jusqu'au bout, jusqu'au 15 mars, peut-être plus que cela pour Creil, parce que Creil, on le sait malheureusement, fait partie de ce fameux et malheureux cluster qui est victime de ce virus, même si je pense qu'il faut relativiser les choses et que peut-être, malheureusement, je crois que le système politique et notamment certains responsables politiques ont exercé ou exercent une discrimination vis-à-vis des Creillois et de la grande agglomération creilloise. Non, les Creillois ne sont pas des pestiférés, mais ça, on sait, c'est pas nouveau. Ils ont toujours considéré, notamment les bourgeois et les grands bourgeois, ils ont toujours considéré que Creil et sa région c'était l'enfer. Eh bien non, Creil et sa région, ce n'est pas l'enfer. Non, les Creillois et les Creilloises et au-delà même, dans l'agglomération, les habitants ne sont pas des pestiférés et il faut les laisser libres de circuler. Je ne vois pas pourquoi il y a des mesures qui sont prises et qui ne sont pas justifiées, qui sont, de mon point de vue, des mesures discriminatoires. Il faut arrêter avec cette discrimination. Évidemment, lorsque il s'avère que les gens sont malades, évidemment, il faut prendre les dispositions nécessaires, j'en conviens, mais il faut faire attention à tout ostracisme, racisme, discrimination à l'encontre des Creillois et des Creilloises, à l'encontre de la population de notre agglomération. Voilà, chers amis, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.